Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis très heureux d'accueillir Gianluigi Canciemi, qui est responsable technico-scientifique du GECT PIMBB. Alors, on va essayer de décliner. Groupement européen de coopération territoriale, qui est une structure qu'on pourra expliquer ici en termes de dispositif environnemental. PIMBB, Parc international marin des Bouches de Bonifacio. Alors il y a tout un processus qui amène à cette coopération, mais en tout état de cause, le processus est long. Il démarre dans les années 60 pour faire un historique en quelques secondes. Il démarre dans les années 60 avec la création du parc régional de la Corse, et puis du côté sarde aussi avec la création, quelques temps après, du parc national de l'archipel de la Madeleine. Et dans ce processus-là, entre-temps est née la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Et petit à petit, on a une structure transfrontalière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un cas assez exceptionnel en Europe. Je crois qu'il n'y en a guère qu'un autre, hein, tu nous expliqueras, Gianluigi. Et que l'intérêt, c'est justement de créer des entités comme ça, entre un territoire et un autre, ici entre deux îles, qui identifient des problématiques communes. C'est, je crois, l'enjeu majeur de ce décloisonnement. Et c'est pour ça que nous accueillons aujourd'hui Gianluigi pour les aspects environnementaux, mais on pourra aussi parler un petit peu de culture, puisque je pourrais intervenir moi-même sur ces thématiques-là. Gianluigi, en te remerciant encore une fois, tu as la parole. Merci et bonjour à tous. Et je remercie le Centre culturel de l'université pour m'avoir invité, le professeur Di Meglio, et je vous remercie à vous pour être venu à cette conférence. Donc, effectivement, je vous parlerai, le titre c'est le GECT PMIBB, donc je vous parlerai surtout du GECT PMIBB, mais aussi un peu de particularisme corso-sarde. Parce qu'en fait, on peut retrouver le particularisme corso-sarde dans plusieurs aspects. Les aspects, bien sûr, culturels, de tradition, de langue, et dans les aspects environnementaux. Donc, du point de vue de la géologie, de la géomorphologie, il y a 5 particularismes. On peut dire que c'est un particularisme, il y a un particularisme corso-sarde, et aussi au niveau des écologiques, donc des écosystèmes et des habitats. Donc je vous parle d'espèces animales, végétales, d'habitats, de biocénoses qui sont très similaires. Et en fait, tout ça, c'est très lié parce que, comment on peut dire, l'environnement a un peu conditionné certaines époques, et donc l'histoire, et donc l'homme. Si vous pensez que les Bouches sont caractérisées par le vent, un vent toujours présent, la mer avec souvent des météos difficiles, hein, pour la mer. Et donc ça a généré dans l'homme qui a vécu dans cette zone, mais aussi ceux qui sont passés, a généré toute une série d'événements et de situations. Si vous imaginez que justement les bergers corses, ils sont descendus pour trouver pour leurs animaux dans la partie de la Maddalena et du nord de la Sardaigne, que donc ils ont amené la langue, et j'espère qu'après le professeur Di Meglio il va nous dire quelque chose en plus de ça. Si vous pensez que pour la pêche, cette situation difficile a un peu protéger déjà eux-mêmes, par exemple, la faune, l'ichtyofaune, parce que les conditions difficiles qui sont encore maintenant dans les Bouches de Bonifacio, mais avant, qu'on n'avait pas des bateaux performants, qu'on n'avait pas des gros moyens, donc c'était encore
c'était plus difficile que maintenant de pêcher. Donc, ça fait que cette ressource, elle est restée, elle était très, très riche depuis longtemps. Et ce qui a amené, par exemple, des peuples d'Italie, du sud, des pêcheurs napolitains, de Ponza, à monter dans ces zones-là. Et donc, voilà, il y a eu un apport culturel de tradition qui vient aussi et qui est vécu des deux côtés, plus ou moins de la même manière. Mais là, sur cette partie-là, moi, je compte sur le professeur Di Meglio qui après nous dira quelque chose. Moi, je vais vous parler surtout d'environnement. Mais, comme je disais, l'environnement est très lié aussi aux aspects culturels et aux aspects des traditions et de l'histoire. Et donc, ça fait effectivement un particularisme. Mais pourquoi l'environnement? L'environnement, disons que quand les deux parties, la partie corse, les deux régions, les deux peuples, se sont rendus compte d'avoir effectivement affaire avec un particularisme et il peut y avoir aussi des dangers en particulier pour l'environnement. Donc là, ils ont commencé à réfléchir sur comment pouvoir conserver cette biodiversité et cet environnement. Donc, ça a été un long parcours, comme disait le professeur Di Meglio, et on est là dans une étape importante parce qu'on a créé ce groupement européen de coopération territoriale. C'est un outil juridique qui nous permet, qui permet aux deux réserves, deux aires marines protégées, c'est-à-dire la réserve des Bouches de Bonifacio gérée par l'Office de l'environnement de la Corse et le parc national de l'archipel de la Maddalena, de travailler ensemble. Et je vous montrais, c'était la seule possibilité d'avoir un outil juridique international reconnu donc depuis 2000, mais je vais vous dire, parce que sinon je fais moi la présentation sans les diapos. Donc voilà, faisons un peu d'historique. En fait, moi je suis parti de 93, mais on pourrait partir d'avant. Disons qu'en 93, les deux gouvernements, ils ont adopté donc il y a eu vraiment la première démarche, le protocole d'accord pour la création d'un parc marin. Donc c'était une idée, donc c'était un protocole d'entente. Ça a commencé comme ça. Là, en 94, a été créé le parc de l'archipel de la Maddalena. Brièvement, pour vous expliquer où il est, au nord de la Sardaigne, je ne sais pas comment dire, c'est entre Santa Teresa di Gallura et Olbia, et c'est constitué par une île, la plus grande, la Maddalena, et plusieurs îles et îlots, un archipel de plusieurs îles et îlots. En 98, ça c'est une date importante, parce qu'en fait, grâce à cette première volonté de conserver, en tout cas de protéger et de faire attention à l'environnement, les deux pays, la France et l'Italie, ils ont demandé à l'Organisation maritime internationale, donc l'OMI, de créer une zone de prudence avec une certaine réglementation. C'est-à-dire que les bateaux ils peuvent passer, mais ils peuvent passer d'une certaine manière en donnant certaines informations. Et vous verrez qu'après, il y a eu encore une autre étape plus récente dans laquelle les deux pays, la France et l'Italie, ils ont décidé de ne plus faire passer des pétroliers français et italiens dans les Bouches de Bonifacio. Vous verrez après, si on aura le temps, que malheureusement le problème n'est pas résolu encore, mais quand même, ça a été un pas important. En 99, ça a été créé la réserve des Bouches de Bonifacio, donc l'autre partie, la partie corse.
La réserve des Bouches-Bonifacio, donc, comprend plusieurs... un linéaire de côte qui correspond à la commune de Bonifacio, mais aussi Figari et il y a en partie Porto Vecchio et Pianottoli, Caldarella. Enfin, il y a 5 communes du sud de la Corse. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que sinon on n'a pas le temps. Donc, en 2010, et là, une autre étape importante, les 2 ministres italiens et français, ils ont signé à Palau une déclaration d'intention, justement pour la création, une fois créées les 2 réserves, les 2 aires marines protégées, pour arriver à un parc marin international. Dans ces années, l'Europe a contribué a mis à disposition, pas comme ça, mais avec des projets, montage de projets souvent faits par les 2 parties ensemble, a contribué à la création de ce parc marin international. Et notamment en 2010, qui est fini en 2013, il y a eu un projet, un PO maritime qui a permis effectivement la création, donc la signature des conventions et donc la naissance du GOCT. En 2011 a été créée à l'Office de l'environnement une mission de préfiguration dont je suis le responsable pour justement la mise en place de la structure opérationnel du parc marin international. De l'autre côté, aussi les collègues SARD, ils ont mis à disposition certaines personnes pour le GOCT. Et ça, c'est une date aussi importante parce que c'est la désignation, toujours de la part de l'Organisation maritime internationale, des Bouches de Bonifacio comme zone maritime particulièrement vulnérable. Et ce type de décisions prises par l'Organisation maritime internationale ne sont pas des décisions faciles. On a pu avoir ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de zones maritimes particulièrement vulnérables. C'est justement la démarche faite par les 2 pays avec la création des 2 aires marines protégées et la mise en place du parc marin international a poussé l'OMI à prendre cette décision. Qu'est-ce que ça fait? C'est important parce qu'on a la possibilité de mettre en place des mesures associatives, des mesures de gestion particulières qui ne sont pas, seraient pas possibles dans d'autres zones de la Méditerranée et non seulement. Et en effet, la chose sur laquelle on est en train de travailler maintenant, c'est un pilotage facultatif des navires qui passent dans les Bouches de Bonifacio. Ce n'est pas une chose facile, ça aussi, parce que l'Organisation maritime internationale et les pays qui naviguent et qui veulent la libre circulation dans toutes les mers, il a clairement dit que ce ne serait pas possible un pilotage obligatoire, mais seulement facultatif. Mais le pilotage facultatif, ça veut dire qu'il faut convaincre les armateurs à demander le pilote. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas aussi simple. Donc, c'est un début. Depuis le mois de juillet cette année, de juillet 2014, les 2 parties, ils ont mis en place une première, à titre expérimental, un premier service de pilotes qui s'alternent, pilotes corse et sarde. Donc ça, c'est un autre petit pas important. Pour finir, pour arriver... donc, en octobre 2011, on a eu l'arrêté préfectoral dans lequel l'OSC était autorisé à adhérer au groupement européen de coopération territoriale. Et de l'autre côté, le décret de la présidence du Conseil des ministres a autorisé le parc à
constitué le GOCT PMI-BB sur la base de statuts et d'une convention internationale. Donc, le 7 décembre 2012, et justement, je pense que le professeur Di Meglio se rappelle de ça, à Bonifacio, on a signé la Convention internationale. Les deux parties ont signé la Convention internationale, donc les deux présidents, ceux du Parc de la Maddalena et ceux de l'Office de l'environnement, M. Djonga. Et donc, on a, le Parc marin international est né. Sous cette formule que je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire comprendre un peu mieux. Donc, le GOCT PMI-BB est le 38e GOCT créé en Europe. C'est le deuxième GOCT entre deux espaces protégés, mais le premier, c'est un GOCT terrestre. Donc, c'est entre le parc des Alpes-Maritimes et le Mercantour. Et par contre, c'est le premier GOCT entre deux aires marines protégées en Europe. Comme je vous disais, il y a des statuts, une convention. Donc, je vous donne juste quelques, disons, flashs pour faire comprendre aussi la complexité de la chose. La délimitation de ce GOCT, donc en fait, GOCT, c'est simplement, c'est le parc marin international sous forme de groupement européen de coopération territoriale. Donc, pour commodité, on appelle GOCT PMI-BB, mais c'est en fait, c'est... Et voilà. Donc, là, vous avez en bleu, donc, en effet, ça correspond exactement aux deux espaces protégés. C'est-à-dire que je vous raconte pas toute l'histoire parce qu'elle est longue, mais au début, nous, enfin, d'un côté et de l'autre, on avait simplement mis deux lignes qui unissaient les deux parties. Et les gouvernements français et italiens, ils n'ont pas voulu, et donc ils ont accepté la création du parc marin international seulement dans les limites des aires marines déjà existantes, d'un côté et de l'autre. Les deux aires marines protégées continuent à exister. Ils ont leur autonomie. En fait, le GOCT, c'est un groupement, c'est un groupe de personnes, c'est une équipe qui sert à quoi? Sert à coordonner, à harmoniser, à accompagner les deux parties, surtout, comme on verra, dans des actions qui dépassent un peu les moyens, la politique du territoire. Et donc, c'est une vision plus transfrontalière de certaines problématiques. L'objectif principal qui est marqué dans l'article 5 de la Convention est de promouvoir la protection, la gestion, la valorisation conjointe, bien sûr, des ressources naturelles, comme je vous disais, mais aussi culturelles des bouches de Bonifacio. Et tout ça pour une stratégie commune, bien sûr, pour avancer, hein, donc pour un développement mais durable et des principes aussi d'administration harmonisée. Parce que malheureusement, protéger, conserver, et il y a aussi le côté antipathique de devoir mettre des interdictions, des lois, des mesures de gestion. Et donc, c'est là où souvent ces interdictions, ces mesures de gestion, ils ne peuvent pas être comme, malheureusement, parfois le sont différentes d'un côté et de l'autre. Parce que vous imaginez un bateau de plaisance, et ici au sud, les bateaux de plaisance, ils peuvent être des bateaux de 40-50 mètres, qu'avec un coup d'accélérateur passent de la Corse à la Sardaigne dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Si vous avez des interdictions ou des mesures de gestion ou des décrets, des lois différentes, ça ne peut pas marcher parce que justement certaines problématiques comme celle du tourisme et de la plaisance, on ne peut pas vraiment les résoudre séparément d'un côté et de l'autre. Voilà, on vient aux prérogatives du GOCT.
disons que la réflexion des deux parties, elle est née surtout par rapport à la sécurité maritime. Parce que c'est sûr que si on imagine, bon, on a eu déjà certains accidents, heureusement, pas des gros accidents, mais si vous pensez que cet espace étroit qui est le détroit des Bouches de Bonifacio et le passage de navires avec marchandises et hydrocarbures et tout ça, vous pouvez imaginer les problèmes qu'il peut y avoir dans un accident grave comme on a eu dans d'autres zones de la Méditerranée. Et donc, c'est sûr que le premier, disons, la chose qui a fait bouger les politiques, c'était surtout leur préoccupation par rapport à la sécurité maritime. Mais du point de vue écologique, parce que justement, c'est un GOCT entre deux aires marines protégées. Donc, Alain vous disait, on peut faire des GOCT, oui. En effet, le GOCT, on peut le faire même pour, par exemple, deux hôpitaux. Entre, par exemple, dans un côté et l'autre d'une frontière, comme ça existe, hein, et pour simplement faire une activité ensemble. Donc, le GOCT, c'est vraiment un outil juridique mis en place par l'Europe, et je vous le montrerai rapidement après. Mais je veux dire que nous, on l'a fait entre deux aires marines protégées. Donc pour nous, ah oui, la sécurité maritime, bien sûr, mais pour nous, c'était aussi important de pouvoir, du point de vue écologique, considérer les Bouches de Bonifacio comme une unité morphofonctionnelle, une sorte de mésocosme dans lequel certains processus peuvent être non seulement mieux compris, mais même mieux appris. Donc, du point de vue de la gestion, justement, parce que, comme je vous disais, des problématiques, surtout les problématiques à grande échelle, comme ça peut être celle comme je vous disais, de la plaisance, il faut les traiter ensemble et de manière harmonisée. Pardon. Un autre objectif du GOCT, mais c'est plutôt un objectif à moyen long terme, c'est la demande de classement des Bouches de Bonifacio comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, je vous dis la vérité que c'est quelque chose sur laquelle on commence à travailler. Ça ne va pas être facile. Et donc, justement, le professeur Di Meglio participe à ces réunions. Parce que c'est vrai que des endroits comme Bonifacio et la Maddalena, où c'est des endroits qu'il ne faut pas que tout le monde connaît et qu'ils ont déjà une très forte fréquentation, on se pose quelques questions. Donc, on continue à réfléchir là-dessous. Voilà, là je vais un peu vite parce que peut-être ça va vous intéresser un peu moins et éventuellement, si vous ne comprenez pas, parce que bon, vu mon accent parisien, quelque chose peut vous échapper, vous pouvez m'interrompre. Mais éventuellement, si vous êtes intéressé à quelque chose en particulier, on pourra voir après. Là, c'est juste pour vous donner une idée de comme les points plus importants de la Convention et des statuts. Donc, le GOCT est régi, comme je vous disais, par un règlement européen de 2006 qui a été après transporté. Donc, il y a eu 2 lois de transposition en Italie et en France qui a permis d'utiliser ce règlement de 2006. Le GOCT, il est de droit italien. Je suis pour rien là-dedans, moi, parce que j'arrive après qui décidait ça. C'est simplement qu'il fallait décider, un des 2 droits des 2 pays. Et donc, ça a été choisi le droit italien. Là, les 2 membres, donc, comme je vous disais, c'est l'Office de l'environnement de la Corse qui gère la réserve des Bouches de Bonifacio et le parc national de l'archipel de la Maddalena du côté Sarde. Pardon.
Là, je vais vite. C'est juste pour vous dire qu'il y a toute une série d'articles qui établissent, qui fixent certaines choses importantes. Donc, il y a une assemblée des membres, une sorte d'assemblée d'assemblée d'administration, qui est formée par les représentants des deux membres fondateurs. Donc, l'Assemblée des membres nomme le président et le vice-président qui s'alternent, et le directeur adjoint qui s'alterne, c'est-à-dire on parle des présidents et des directeurs qui sont déjà leurs fonctions dans les deux aires marines protégées. Un collège des commissaires aux comptes, un comité de représentants du territoire, avec les maires par exemple et beaucoup d'autres organismes, et un comité scientifique qu'on est en train de créer et dont normalement le professeur Di Meglio fera partie, c'est-à-dire avec 6 experts du côté italien, 6 experts du côté français qui puissent justement nous accompagner dans la stratégie et dans les actions de ce GOCT. Le financement, normalement, est prévu au début un versement initial de 100 000 euros par membre, qui peut être, et on espère qu'il sera augmenté pour d'autres contributions. Le siège administratif, comme c'est du droit italien, donc le siège administratif est à la Maddalena, sous l'îlot de Spargi. Et là, voilà, là c'est là, comme je te disais, en fait, ça c'est la structure, c'était une structure militaire qu'ils ont restructurée, donc c'est là, c'est le siège un peu, comment dire, un peu représentative du GOCT, parce que bon, travailler sur un petit lot comme ça, c'est pas évident. Et puis vous avez, toujours du point de vue un peu représentatif, symbolique, du côté de la Corse, le phare de la Vezzi. Donc, je vous parlerai maintenant du plan d'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le document qui a été, qu'on a fait ensemble, les deux parties, pour un peu définir les lignes directrices de ce plan d'action, du GOCT. Donc, c'était nécessaire pour nous se fixer des priorités sur les problématiques. Donc, dire on va travailler sur quelles problématiques et des temps. Donc, il y a des problématiques à court terme et puis d'autres à moyen long terme. Et donc, après, une fois établies les problématiques, de réfléchir sur les actions. Là aussi, des actions à court, moyen, long terme. Ce document que j'ai ici, malheureusement, comme je disais au professeur Di Meglio, j'ai oublié, j'avais amené quelques copies, mais si quelqu'un est intéressé, je pourrais le faire avoir. Je les ai oubliés en partant. Donc, en juin 2013, ça a été créé. Ça a été réalisé dans le contexte du projet européen dont je vous parlais tout à l'heure. Et en décembre 2013, a été, disons, validé par le conseil scientifique de la réserve des Bouches de Bonifacio, mais élargi à d'autres référents scientifiques français et italiens. Donc là, vous avez les personnes qui ont participé. Donc, en fait, c'est les collègues du côté de la Maddalena et du côté de l'Office de l'environnement. Et vous avez les référents scientifiques. Donc, vous voyez qu'il y a des noms comme Baudresque, le professeur Di Meglio de l'Université de Corse. Il y a aussi de l'Université de Corse, M. Paradis et Mme Perjean Martini, le professeur Gérard Perjean. Bon, voilà, ça c'était important pour nous faire ce travail avec
des référents qui puissent nous guider un peu justement dans ce travail. Là, on parlait de particularisme, et là, enfin, je vais vous montrer un peu le particularisme aussi dû à cette richesse environnementale, donc cette grande biodiversité. Je vais vous donner une idée de ça, parce que justement, dans le plan d'action, la première chose qu'on a fait, on a fait une analyse comparative de toutes les espèces qui ont été signalées, parce que ce que je vous montre, c'est les espèces qui ont été étudiées ou signalées, mais il y en a beaucoup plus. Ça, c'est seulement celles qui ont fait partie d'une étude ou d'une signalation ou de mesures de gestion. Et donc, on a environ 2700 espèces. Là aussi, vous voyez que, je répète, il y en a beaucoup plus, mais disons que jusqu'à maintenant, grâce aux 2 aires marines protégées et au travail qu'ils font, les études ont été signalées, étudiées environ 2700 espèces. Ces espèces, animales et végétales, sont regroupées dans 5 groupes taxonomiques principaux qui couvrent 72%. Bon, c'est les plantes à fleurs, les algues, les insectes, les poissons et les oiseaux. Juste pour vous donner une idée. Après, il y a tout le reste, mais disons que le 62%, ça rentre dans ces 5 groupes taxonomiques. Nous avons environ 440 espèces protégées. Et là, vous avez espèces protégées, mais pas protégées parce qu'on l'a décidé nous, hein, parce que c'est des espèces protégées à différents niveaux, donc bien sûr, nationale, régionale, internationale, européenne. Certaines ils ont plusieurs statuts. Les habitats, donc l'habitat ou la biocénose, c'est un ensemble d'organismes animaux et végétaux avec des caractéristiques particulières. Et dans les bouches bonifacieuses, donc dans les 2 parties, nous avons 148, presque 150 types d'habitats marins et terrestres. Et avec 35 habitats génériques, selon la classification Natura 2000, c'est une directive désormais appliquée dans tous les pays européens qui définit certaines, disons, habitats par rapport à certaines espèces et leur importance. Ce que je vous disais, le travail, c'était celui-là de déjà définir un peu les problématiques prioritaires et puis aussi les actions. Donc, les problématiques prioritaires, on commence avec la navigation de commerce, parce que comme je vous disais, ça reste quand même la problématique qui a poussé le plus les gouvernements à créer ce parc marin international. Et là, je vous fais la liste des problématiques sur lesquelles on a déjà, identifié certaines actions qui sont dans le plan d'action. Comme je vous disais, le flux touristique, c'est-à-dire la fréquentation, la plaisance et aussi la pêche sportive. Là, vous avez un exemple de qu'est-ce que ça peut être en été. Là, c'est du côté de la Vezzi. Ça, c'est juste pour vous montrer un des dégâts les plus, disons, macroscopiques, c'est-à-dire la destruction d'une espèce protégée, c'est la nacre, la Pinna nobilis. C'est un mollusque bivalve qui vit sous les fonds et que malheureusement, avec les ancres, peut être détruit. La chose importante, c'est aussi d'étudier la biodiversité, mais pas seulement le nombre d'espèces, mais aussi
au niveau du cycle vital, par exemple, des espèces, vous imaginez que, ça c'est un oursin, imaginez que nous, on protège l'oursin. Donc, on protège les sites où il y a les oursins adultes. Mais imaginez qu'on a, dans le cycle vital de l'oursin, la larve, pendant environ 30 jours, elle est en pleine eau. Et donc, elle voyage dans l'eau. Et donc, la chose intéressante, c'est de savoir où ils vont, les larves aussi des oursins qu'on protège. Parce que c'est après avec les larves qu'on a les autres oursins. Donc, c'est des processus importants qui, pour le moment, ne sont pas été étudiés, mais parce que les deux aires marines protégées, ils ne peuvent pas tout faire. Il y a aussi, c'est des études qui nécessitent aussi des financements importants. Là, par exemple, c'est important de savoir aussi, d'avoir une idée claire de l'hydrodynamisme, des courants. Donc, pour comprendre justement, là, je fais l'exemple de l'oursin, mais il y a beaucoup d'espèces benthiques qui vivent attachées, disons, sous les roches ou sous le fond de la mer, qui ont une phase larvale qui est pélagique. Et que donc, le problème, c'est pas seulement pour enfin, pas un problème, je veux dire, la problématique ne concerne pas seulement l'oursin. La pêche, c'est un de ces arguments qui sera difficile, c'est déjà difficile, mais sera difficile aussi pour le GECT comment dire, pas de résoudre, mais de travailler dessous, parce que en fait, il y a déjà des différences importantes d'un côté et de l'autre au niveau... bon, ça, les raisons, les origines, c'est un peu compliqué, mais actuellement, effectivement, on a beaucoup plus de pêcheurs dans la partie de la Sardaigne que dans la partie corse. Et il y a parfois des conflits. Mais pour nous, de notre côté, qu'on est un parc marin international, on ne peut pas sûrement, comment dire, s'occuper du point de vue politique de ces problèmes, mais nous, l'objectif, c'est de comprendre encore mieux certains mécanismes, comme par exemple, là aussi, on protège des endroits, non? Il y a des zones de la réserve avec interdiction des zones de protection intégrale, des zones de protection mineure où effectivement la pêche, certains types de pêche sont possibles. Mais par exemple, on ne sait pas encore exactement, on ne connaît pas encore exactement ce qu'on appelle ce phénomène du spillover en anglais, c'est-à-dire combien de quantifier la partie de ressources qui passe de la zone strictement protégée à celle moins protégée. Et ça, c'est important, surtout dans le contexte à la grande échelle du détroit, avec deux aires marines protégées d'un côté et de l'autre. Le coralligène profond, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas encore bien étudié. Le coralligène, c'est un des habitats, comment dire, voilà, si on particularisme corso-sarde, c'est par exemple le coralligène, parce que nous, on a un coralligène grâce aussi au granit, les roches granitiques. Donc, on a et les courants, etc., etc. On a ce coralligène très, très riche. Les herbiers marins, comme les herbiers de Posidonie et d'autres, là aussi, je vous montre une photo d'un herbier bien abîmé par les ancres des bateaux. Et l'érosion du littoral, ça c'est une autre problématique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des banquettes de Posidonie sur les plages qui, on a compris dans ces dernières années, qui protègent la plage.
et que malheureusement sont cause de, comment dire, de quelques problèmes avec les plaisanciers, avec aussi les gens, les acteurs qui utilisent la plage. Et donc, ça aussi, c'est une problématique, disons, nouvelle et importante. Voilà, ça, par exemple, c'est un nettoyage d'une plage avec des moyens très légers. Donc, voilà, on vient aussi à des choses pour lesquelles probablement le professeur Di Meglio il m'a fait venir, pour lesquelles on s'est connus et pour lesquelles moi je m'attends aussi une aide. C'est-à-dire que tout ça, comme on a dit, l'environnement c'est l'homme c'est l'histoire, l'homme c'est la tradition, donc tout est relié. Et puis il y a aussi d'un côté, de l'autre, une forte volonté des populations des deux territoires pour leur identité et donc la langue. Et là, je m'arrête. C'est toi qui va parler de ça. C'est une des choses à laquelle ils tiennent les deux côtés, mais aussi d'autres aspects. Non, vas-y. Comme ça, enfin, en tout cas, moi, je finis cette première partie simplement en vous montrant les problématiques. Là aussi, après les actions, on doit certaines, on les a déjà un peu dans la tête, mais on doit les mettre en place. Donc, bien sûr, un tourisme culturel, c'est ce qu'on fait déjà, mais il faut le faire ensemble, c'est différent et c'est surtout, c'est plus intéressant et mieux. L'éducation environnementale, ça aussi c'est fondamental parce que justement les réserves, les aires marines protégées, ils doivent avoir aussi, ils doivent servir à faire comprendre certaines choses aux nouvelles générations. C'est important et ça aussi, même la partie sarde tient beaucoup à ces aspects. Puis il y a aussi des aspects qui sont un peu nouveaux, comme par exemple les produits traditionnels, ce qu'en Italie appelle les produits à kilomètre zéro, c'est-à-dire on produit là et on consomme dans le même, dans l'endroit où on consomme ce qu'on a produit, plus ou moins, bien sûr, et pas les choses qui viennent de notre pays, et puis celles qu'on produit, on les envoie, nous, dans un autre coin. Et puis, une mobilité entre les îles, ça c'est important aussi, parce que nous, je disais à Alain qu'hier, on est rentré de la Maddalena avec le bateau de la réserve, il y avait un coup de vent de l'ouest, ça n'a pas été évident, mais parce qu'on est obligé, parce qu'en fait, le bateau part trop tôt, et que donc nous, on ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée. Et ça, je vous parle des îles principales, c'est-à-dire je vous parle de l'île de la Sardaigne et de la Corse, sans après rentrer dans le discours de la Maddalena et des autres îles et îlots qui malheureusement sont, ou heureusement un peu aussi, sont très difficilement joignables. Donc cette partie-là, comme je vous disais, le professeur Di Meglio, il nous aide, c'est un de nos référents sur ces problématiques et nous, on y tient beaucoup. Et justement, moi, j'ai le plaisir de temps en temps de discuter dans des réunions, de travailler avec le professeur Di Meglio. Et je voudrais que lui puisse, pour cette partie-là, dire quelque chose un peu plus. Deux mots juste pour expliquer un petit peu comment ces bouches de Bonifacio sont une seule et même entité culturelle et linguistique, même s'il y a bien entendu des différences qui ont pu être notamment générées par les 2 derniers siècles en particulier. Il faut savoir qu'un îlot comme la Maddalena ou des zones comme la Gallura, le Nord Sardaigne, sont des zones qui sont régulièrement désertiques durant les siècles à partir du Moyen-Âge. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des razzias qu'on appelle sarrasines, des razzias venus de l'Orient, du Moyen-Orient,
et qui vont plus ou moins désertifier les côtes dans cette zone-là, dans le passage des Bouches de Bonifacio. Seul Bonifacio, bien entendu, qui est la plus vieille ville de Corse, pourrait-on dire, est un lieu fortifié qui peut se protéger et qui est là pour ça, en fait. Donc Bonifacio, c'est un peu la capitale à partir du Moyen-Âge qui s'installe dans les Bouches de Bonifacio, mais une entité fortifiée qui est un petit peu seule. Et en même temps, les Bonifaciens, qui sont des colons génois installés sur cette zone stratégique, vont rayonner économiquement sur la zone interne directe de l'extrême sud de la Corse, c'est-à-dire jusqu'à l'Alta Rocca, et ils seront aussi de fait les propriétaires des îlots intermédiaires, dont la Madeleine. Ce qui fait que les Bonifaciens ne vont pas occuper de façon urbanistique ces zones-là, ils vont même très peu essaimer du point de vue culturel. Mais en revanche, comme Bonifacio est une ville, elle constituera une zone d'attractivité pour les Corses de l'intérieur, par exemple. Et c'est par ce phénomène-là que le nord de la Galoura, et la Madeleine en particulier, va se peupler. Comment ? Tout simplement à partir du XVIIe siècle, en faisant des bergers corses, de certains bergers corses qui cherchent du travail et des packages, en s'installant à la grande périphérie de Bonifacio et sur des packages à la Madeleine, même sur les Lavezzi à certaines périodes et à certains égards. Ce qui veut dire qu'on trouvera dans ces zones-là, périphérie bonifacienne plus la Madeleine, des noms comme, allez, au hasard, Tramoni, Mileliri, Bianchini, Mondoloni, etc., etc. Ce ne sont pas des noms bonifaciens qui s'installeront là, ce seront des bergers corses, y compris à la Madeleine. Et là où les Bonifaciens interviennent, c'est qu'il leur fournit des troupeaux pour pouvoir s'installer là. D'où la langue. Ça n'est pas le bonifacien qui est parlé dans ces zones-là périphériques, mais tout simplement le corse du Tare ou le corse de Sartène. Et on retrouve sur la Galoure, sur la Madeleine, bien entendu du côté corse évidemment, mais on retrouve des chansons, les gens connaissent comme ça, culturellement, ils sont corses à la Madeleine. Alors, comment la rupture se fait-elle ? Et après, j'en aurai terminé. La rupture se fait dans le courant du XVIIIe siècle, dans une période un petit peu troublée par les révolutions de Corse et par l'épisode de l'annexion française et de l'indépendance de la Corse. Bien entendu, Bonifacio est génoise. La Corse est indépendante durant 14 ans sous Paoli, entre 1755 et 1769, date de la bataille de Bonteno. Et dans cette brèche-là, les Génois, bien entendu, vont consacrer bien entendu beaucoup d'énergie à combattre, bien entendu, les révolutions de Corse. Les Génois sont aussi en déclin sur l'ensemble de la Méditerranée. Et bien entendu, ce qui va se passer, c'est que la Corse est annexée à la France à l'issue de la défaite de Ponteno. Donc deux grands perdants là, bien entendu, les Génois qui perdent par obligation de vente la Corse, et les Bonifaciens aussi qui perdront leur matrice génoise. Donc, dans cette période-là, le royaume de Piémont-Sardaigne va profiter en 1767 de cette aubaine pour conquérir tout simplement l'îlot de la Madeleine, qui ne sera pas ensuite récupéré lors de la Révolution française par Napoléon en 1793, l'échec de la première expédition du jeune lieutenant Bonaparte sur la Sardaigne. Et paradoxe de l'histoire, c'est que ces bergers corses qui étaient des métayers de Bonifacio, le Piémont-Sardaigne va leur proposer le foncier. Et du coup, ces bergers corses, ils vont se tourner vers la Sardaigne, puisqu'ils vont devenir propriétaires, et ils vont devenir même des patriotes de leur îlot de la Madeleine. Et c'est comme ça que petit à petit, les îles intermédiaires vont se distancer entre les parties françaises qui sont devenues françaises et les parties qui deviendront plus tard italiennes, mais dans un premier temps du Piémont-Sardaigne. Cela dit, malgré ce cloisonnement issu des États-nations au XIXe siècle, la culture est restée très prégnante et les échanges ont continué, même si les deux rives vont se militariser très fortement au XIXe siècle et vont se regarder en chien de faïence jusqu'à la guerre
de 39, 40. Hein. C'est-à-dire que ce GECT, finalement, et cette période, ce cycle européen de la vie des Bouches de Bonifacio est éminemment intéressant dans la mesure où il commence à décloisonner quelque chose qui a été culturellement dans l'histoire une entité d'échange, une entité économique, dans des conditions qui sont discutables, dans la mesure où les Bonifaciens étaient vraiment des usuriers. Mais en même temps, tout ça a contribué à installer des Corses sur le Nord Galour et la Madeleine, ce qui donne un patrimoine intéressant du point de vue matériel. Après, il y a tout le patrimoine matériel qui, bien entendu, constitue quelque chose d'extraordinaire hein, du côté sarde depuis le néolithique. Hein, les Bouches sont fréquentées depuis le néolithique. On retrouve de l'obsidienne à Bonifacio et on sait que l'obsidienne vient de Sardaigne. Et ensuite des fortifications et des lieux qui se créent petit à petit. Le nord Sardaigne, en fait, émerge beaucoup plus tard que Bonifacio puisque ce sont plutôt des émergences des temps modernes alors que Bonifacio est déjà médiéval. Mais en même temps, il y a aussi, si vous visitez la Madeleine, vous verrez qu'il y a, tant sur Santo Stefano que sur la Madeleine, des endroits extraordinaires. Et l'île, la ville elle-même est très très belle aussi, même si elle date essentiellement de la fin du XVIIIe siècle. Voilà, là vous voyez du point de vue du patrimoine rural bonifacien un barracon, et puis les magnifiques fortifications modernes de Bonifacio qui datent du XVIe siècle. Moi, je vais m'arrêter parce que sinon, j'en ai pour l'après-midi. Là, si on me branche là-dessus, Jean-Louis. Mais je crois que vous avez compris un petit peu les conditions d'une culture commune qui est en fait incarnée par la langue, qui est le sarthenais, hein, tout simplement. Les Galourais parlent une variété du sarthenais et pas le génois bonifacien. Je fait une petite surprise et je me suis permis de mettre à la fin. Bon, ça, c'est des choses que si on aura le temps, on verra. Mais vu que c'est peut-être bien de le faire maintenant, je me suis permis de mettre à la fin un extrait du discours que tu avais fait en Corse dans la signature, le jour de la signature du GECT, et que enfin, moi je ne vais pas le lire, hein, donc c'est toi qui... Parce que bon, l'italien, tu sais que c'est pas tout à fait la même chose. C'est juste, c'était un clin d'œil. En fait, c'est un patchwork. Hein, c'est une langue qui n'existe pas vraiment, mais que j'ai reconstituée et qui peut très bien se comprendre d'un côté et de l'autre des Bouches. Hein. La Corsica, la Sardegna sono due isole vicini, a chi dice che sono sureti, a chi dice che sono sempre gli ratti lo spino, a quando siamo parenti, a quando siamo stranieri, a che faccio insomma di lisumidi e a che faccio ugenzo di Varenzi, a che dici bianco, a che dici neri, non dimo bianco e nero, colori della testa mort et l'uso bindò. Il y a des mots de madalénino, il y a des mots de galouret, c'est un fond. Mais le fond, la matrice, c'est corse de toute façon. Voilà, c'était pour un petit clin d'œil. Mais en fait, ce sont pris un par un, ce sont des traits qui se retrouvent d'une rive à l'autre. Merci, Jean-Louis. Alors, moi, enfin, je sais pas, enfin, j'avais encore préparé quelque chose, mais je ne sais pas si on a le temps ou si vous préférez qu'on passe aux questions, comme vous voulez. Le temps de laisser réfléchir, Jean-Louis. Moi, je voulais te poser une question aussi sur les deux problématiques de type économique sur les Bouches. C'est-à-dire il y a deux grandes ressources économiques ici. Je pense que dans l'ordre de rapport, c'est les excursions, c'est-à-dire comment le fait d'être une zone aire marine protégée, et puis par sa beauté, par son capital naturel, devient attractive et que du coup, il y a des milliers et des milliers, tant du côté de l'archipel de la Madeleine que du côté des Lavezzi, il y a des milliers de touristes et de visiteurs qui viennent en villégiature, se baigner, visiter, etc. Comment cette ressource économique peut être gérée dans le cadre du GECT. Et deuxième ressource, bien entendu, la pêche, là aussi, au niveau de la réserve halieutique. Quelle problématique ça pose, ces deux ressources économiques? Parce que je suppose aussi que c'est très important que
le GECT, les parcs respectifs génèrent de l'économie, des emplois, de la ressource, etc. Effectivement, à la base de tout ça, parce que la partie de protection pure et dure, c'est le rôle des aires marines protégées. Donc le GECT, effectivement, oui, il doit conserver les ressources, mais c'est important aussi d'avoir de lier ça à un développement socio-économique de ce territoire. Tu sais que nous, on participe à un projet européen Nostra des détroits d'Europe où effectivement, nous, on amène cet aspect des problématiques liées à l'environnement, la biodiversité. Eux, ils amènent d'autres problématiques, le transport, justement, comment on dit quand on a un peu l'imagination, le problème que sont quand même les détroits restent des zones difficiles à vivre et donc un peu marginales. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans un détroit. Nous, bien sûr, on peut pas, on doit s'occuper que de l'environnement, mais même surtout de l'environnement, du patrimoine naturel, mais aussi, comme je répète, culturel et historique. Mais c'est sûr que même là, on peut trouver des objectifs socio-économiques. Le tourisme, effectivement, moi, ce que je vois, c'est que... pourquoi je vois ça? Parce que je vois que du côté... je vois les deux parties. Donc, je pense que nous, on a encore du marge, surtout dans la partie Corse, pour améliorer le tourisme dans le reste de la saison. C'est-à-dire que le fait de concentrer 1,5 million de touristes en été à Bonifacio, donc, par contre, après, souvent, tu vis à Bonifacio, enfin, moi je travaille à Bonifacio, à partir de bon, cette année, je dois dire qu'il y a encore du monde, mais à la fin, à la Toussaint, tout finit, et vraiment, il n'y a aucune possibilité, même pour un touriste qui puisse, qu'il a envie de venir en hiver ou très tôt au printemps, il n'y a pas de... Alors là, par exemple, toi, hier, on a, dans le contexte de ce projet européen, on a, parce on a vu aussi certaines bonnes pratiques, entre guillemets, qu'ils ont fait dans d'autres détroits d'Europe. Et on a, par exemple, discuté avec les collègues, entre les collègues sardes et corses, de mettre en place, par exemple, des points de bird watching, d'observation des oiseaux. Parce que nous, on a, dans les Bouches de Bonifacio, on a des populations de l'avifaune parmi les plus importantes du monde, de la Méditerranée et du monde. Mais alors, si au niveau scientifique, on est à un état avancé, malheureusement, cette ressource, effectivement, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne va pas faire profiter aussi les autres? Mais ça ne veut pas dire seulement le touriste qui a envie de se baigner et de se promener. Aussi un tourisme un peu plus spécifique de personnes, des passionnés. Donc, les mettre à disposition, créer des sites. Il y a déjà, par exemple, on pensait à Pertusato, quelques structures qui pourraient servir pour faire ça. Donc, un peu de personnel qui puisse travailler dans ces sites, amener, par exemple, pourquoi pas, amener les gens avec un bateau d'un côté à l'autre et voir certains endroits, certains îlots. Alors ça, c'est des choses qu'effectivement, ça fait pas augmenter le tourisme classique, mais ça fait, comment dire, élargir un peu le rayon sur des choses où on est, en réalité, on est prêt pour, enfin, on a tout ce qu'il faut, mais que simplement, ou un peu parce qu'il y a toujours la mentalité de dire, bon, on fait le minimum, on ne va pas trop s'embêter pour le tourisme parce que c'est déjà très bien ça.
Et aussi parce que maintenant, on est obligé un peu de s'inventer quelque chose, mais effectivement, pour avoir un tourisme aussi, par exemple, dans les autres mois de l'année. Après, ça c'est un exemple, j'aurais pu faire d'autres. Et question corollaire, est-ce que le tourisme génère assez d'argent, de finances en faveur, au service de la protection du patrimoine, de la vie faune, pour financer des études, enfin bref, de la vie alors, directement, nous, on n'a pas comment dire, il n'y a pas un lien direct entre le tourisme et disons, le financement de la réserve. Sûrement pas en Corse, parce que justement la réserve elle est financée par la région, et puis il y a les projets européens qui aident. Mais par exemple, à la Maddalena, avec la taxe mouillage, dans une année, ils arrivent à faire 350-400 000 euros qu'effectivement utilisent pour le parc. Donc effectivement, ça aussi, c'est une vision que nous, on a, disons qu'au niveau de la protection de la partie corse, on a quelque chose comment dire, à conseiller, à recommander à la partie sarde. Eux, ils nous ont aussi quelque chose à nous conseiller, à nous recommander, lié surtout au fait que la réserve ne doit pas être un sanctuaire, il ne doit pas être seulement un lieu de conservation, il doit être surtout un lieu de conservation, mais aussi la possibilité justement de mettre en place des activités qui puissent bénéficier l'économie de l'endroit et du territoire. Hein. Oui, dites. Ah ben oui. On revient sur la pollution, mais bon, la pollution du tourisme, on peut la gérer parce que, par exemple, avec les ports propres, hein, pour dire une des initiatives qui a été faite dans les dernières années, c'est-à-dire le fait que chaque port il doit s'équiper d'un système d'épuration, de récolte et d'épuration, et qu'en plus, maintenant, dans les bateaux, on a des réservoirs qui gardent les eaux usées et que donc ils n'arrivent pas directement en mer. Donc ça, c'est le problème de pollution, il existe. Il existe pour certaines baies, c'est très localisé. Par exemple, la Plaisance, le problème principal, c'est les fonds, la destruction des herbiers de Posidonie, de certaines espèces. Ça, c'est plus comment dire, problématique à gérer. L'autre question, pour la pêche. La pêche, tu sais, souvent on en parle, mais pour le moment, on n'est pas en mesure de donner des indications précises sur ça. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, on a déjà beaucoup de travail à faire du côté de la Sardaigne, parce qu'en fait, et ça c'est une chose peut-être qui peut vous intéresser, en fait le pêcheur de Bonifacio, en tout cas du Corse du Sud, il a accompagné le processus de la réserve dans ces années de manière, comment dire, plus ou moins positive. Malheureusement, ce n'est pas la même chose du côté de la Maddalena. Il y a des gros conflits du côté de la Maddalena entre le parc et les pêcheurs. Pourquoi? Ben déjà, il y a beaucoup plus de pêcheurs. Hein. Donc, si ici, ça a été possible, par exemple, avec des conventions, avec des mesures, enfin, de les faire participer à certaines choses. De l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ici, il y a je sais pas, il
il y a 15-20 bateaux, de l'autre côté, il y en a 150, donc c'est un peu compliqué. Après, il y a aussi un autre aspect important, c'est qu'ici, la réserve des Bouches du Bonifacio, c'est une réserve régionale. Et donc, c'est le territoire qui fait ça. Le parc, c'est un parc national, donc ça dépend directement du ministère. Alors ça fait... la vision des pêcheurs, ce n'est pas la même, parce que de se voir mettre des règles par Rome, par le ministère, ce n'est pas la même chose que de se faire mettre des règles par la région, enfin par les propres élus. Donc voilà, ça fait que pour finir, ça fait que même au niveau des études, malheureusement, du côté de la Sardaigne, on a besoin de travailler un peu pour comprendre certaines choses qu'ici on a déjà compris du côté du Bonifacio, parce qu'il y a eu une certaine collaboration avec les pêcheurs. De l'autre côté, malheureusement, il nous manque encore des éléments pour pouvoir réfléchir sur certaines choses et donner des indications. Donc on est un peu à cet état-là. Oui, Laurence. Non, nous, on est en train, comme je vous ai montré, on est en train de travailler déjà sur certaines choses. Par exemple, le trafic maritime, comme je vous disais, là, je vous ai montré des données d'une étude qu'on vient de finir. Et là, il y a, je crois, la semaine prochaine, il s'est réuni un comité de l'Organisation maritime internationale, je ne sais pas où exactement, ils me l'ont dit, mais j'ai oublié, pour valider la démarche que je vous disais du pilotage des hauturiers, le pilotage, pas obligatoire, mais facultative. Donc ça, c'est des actions qu'on porte, surtout en tant que GOCT, parce que en fait, oui, avec les deux réserves. Et attention, c'est-à-dire que le travail est fait, enfin, moi de toute manière, c'est mes collègues, hein, donc c'est la même chose en réalité, mais l'outil GOCT porte un poids plus important parce que c'est un outil transfrontalier, donc c'est une structure européenne. Et effectivement, l'OMI, là, il nous a concédé, et j'espère qu'il va nous concéder encore certaines choses que je ne sais pas s'il aurait fait. Donc, vous voyez déjà, on a des actions qui se font, par exemple pour la plaisance aussi. Pour la plaisance, on est en train déjà de harmoniser certaines mesures de gestion entre les deux parties. Et puis, par exemple, nous avons fait déjà des zones d'interdiction qui ont été faites des deux côtés dans certains endroits avec la mise en place de systèmes d'ancrage différents. Enfin, je veux dire, non, on fait déjà des choses. Maintenant, ce qui nous manque, c'est pour commencer, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de commencer à proposer dans le contexte européen des projets qui soient financiers. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait les deux parties jusqu'à maintenant, ils l'ont fait séparément, ça a pas mal réussi. Je pense que nous, on a de la chance d'avoir pas mal de financement de l'Europe. Nous, on a toutes les semaines certains partenaires qui nous proposent de participer à des projets. Là, nous, on n'est pas encore prêts, comme je disais au professeur Di Meglio, parce que malheureusement, un parc marin international, ce n'est pas seulement les espèces, les habitats, les mesures de gestion, mais c'est aussi la bureaucratie, les papiers.
les règlements internes, règlements de comptabilité. Donc, pour le moment, on est dans cette phase-là, mais moi je pense, en tout cas, une des objectifs principaux du GOCT, c'est d'amener des fonds européens. Et si vous allez voir la programmation européenne, la nouvelle qui est en train de sortir, dans la programmation européenne, vous trouvez souvent le terme transfrontalier. Vraiment, c'est une chose étonnante, mais dans certains programmes, vous trouvez aussi le mot groupe européen de coopération territoriale. Donc, disons qu'ils nous attendent à des défis et j'espère qu'on sera à la hauteur. Alors, je vous dis la vérité que nous, on a déjà un document trilingue que j'ai oublié au bureau. Donc, c'est un petit document, mais il est bien fait parce qu'il explique un peu les choses essentielles. Après, j'ai encore quelques volumes du plan d'action que je passerai à Alain, comme ça, si quelqu'un est intéressé, parce que ça aussi, j'ai oublié malheureusement en partant. J'avais préparé dans une mallette, mais malheureusement, j'ai oublié. Bon, après, il faut dire qu'il y a l'activité, je le répète parce que pour ça, je ne sais pas si tu as vu, Alain, je fais très attention depuis que je travaille, de dire qu'il y a toujours les 2 aires marines protégées qui font beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de la communication, eux, ça fait des années qu'ils font des choses très intéressantes. Aussi, par exemple, de la partie corse, mais je pense qu'ils font quelque chose aussi de la partie sarde. Ils font une éducation dans les écoles tous les ans. Il y a 2 agents, Jean-Louis Pieracci et d'autres, qui vont dans les écoles parler justement d'environnement, de problèmes. Donc, nous, le GOCT, on n'est pas là pour inventer une autre fois certaines choses qu'ils ont faites depuis des années très bien par les 2 aires marines protégées. Nous, on est là, justement, comme je le disais, c'est une structure, c'est un outil juridique. Hein, donc, c'est comme si c'était une association, un consortium entre 2 sociétés et qu'il y a disons, la partie, les coordinateurs de ce consortium, c'est le GOCT, et qu'on essaie de faire surtout des actions comment dire, d'harmonisation et aussi des choses qui ne peuvent pas faire tout seul les 2 parties. Mais il y a une activité très intéressante faite déjà par les 2 en termes de communication, de sensibilisation, etc. Juste une petite question, est-ce qu'il n'y a pas un talon d'Achille dans votre parc? On dirait qu'il y a un petit couloir dans les eaux internationales. Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce couloir, en fait? Et en fait, il n'y a pas d'eau internationale. Et c'est ça le problème. Parce que, en fait, le couloir, c'est le couloir qui a été créé en accord avec l'Organisation maritime internationale qui permet le passage contrôlé des bateaux. Mais c'est pas on n'a pas d'eau internationale. Et ça, justement, ça complique les choses. Donc, je pense c'est plutôt... Je ne sais plus où c'était. Non.
je sais plus où elle est. En fait, effectivement, on n'a pas d'eau internationale. Donc, normalement, il ne pourrait pas passer une loi très ancienne des règles maritimes, des lois maritimes, dit que même s'il n'y a pas les eaux internationales, mais qu'il y a un passage, il y a le droit, on ne peut pas empêcher les bateaux d'autres pays de passer. Et donc, donc effectivement, l'accord qu'ils ont pris, l'Italie et la France, de ne pas faire passer les pétroliers, ça représente une diminution de, je pense, 15%, 20%, mais 80%, ils continuent à passer. Hein. Mais heureusement, avec ce dispositif, c'est un dispositif mis en place justement en accord avec l'Organisation maritime internationale, avec les deux sémaphores, ceux de Pertusato et ceux de la Maddalena, qui fait que les bateaux, quand ils arrivent dans la zone de prudence dite, ils doivent signaler leur présence, donner toutes les informations. Eux, ils vont lui donner toutes les recommandations. Attention, hein, c'est des recommandations. C'est-à-dire, essayer de ne pas passer maintenant parce qu'il fait trop mauvais. Et ça a déjà servi à diminuer, parce que, et ça c'est le mystère de notre société, c'est-à-dire que certaines, seulement le fait de devoir donner des informations de qui sont, qu'est-ce qu'ils amènent et tout, ils préfèrent ne pas passer. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils amènent et qu'est-ce qu'ils font, mais ça fait que déjà ça a baissé d'environ 6 000 bateaux par an à 3 000 et quelque chose. Donc ce couloir, c'est ce dispositif Bonifrep qui a été mis en place. Ok, je crois qu'on va vous libérer en remerciant Gianluigi. Moi, je retiens quand même que c'est quand même assez exceptionnel de voir un tel outil juridique qui s'installe en Corse, hein, puisque, on l'a bien souligné, c'est le premier GECT entre deux aires marines protégées en Europe, et que du coup, l'Europe, à mon sens, c'est quelque chose qui ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain, mais qui va se mailler petit à petit avec de tels outils comme ça, qui, au-delà des politiques qui se font capitale par capitale, vont aussi impliquer les périphéries. Et en ça, il y a des enjeux énormes, parce qu'on peut capter justement du subventionnement à une échelle supérieure aux régions et aux États. Mais au-delà de ça, c'est aussi des enjeux économiques et de gestion, puisqu'on connaît mieux les capitaux, les patrimoines naturels qui existent, puisque vous avez vu que malgré le chiffre important des espèces végétales et animales recensées, il y a encore beaucoup de travail. Donc c'est une connaissance. Le premier enjeu, il est scientifique, mais il y a derrière des enjeux économiques de taille, puisque on sait qu'il y a une certaine prédation par le tourisme, et aussi un certain avenir par le tourisme, dans la mesure où il génère de l'économie. Même constat pour la pêche, qui est essentiellement une pêche artisanale, qui, du point de vue de son économie, avec l'augmentation de l'offre, enfin l'augmentation de la demande plutôt, en termes de poissons, puisqu'il y a des millions de personnes qui viennent consommer des produits de la mer ici, on est quand même condamné à une gestion halieutique, parce que sinon la ressource va s'épuiser, je pense, à moyen terme, si on n'y prête pas attention. D'où les cantonnements de pêche, d'où les réserves, d'où les mesures. Hein, comment... Dans les autres coins de la Méditerranée. Hein, Voilà, donc l'enjeu, il est de taille, et merci à Gianluigi de nous avoir présenté quelque chose qui peut paraître anodin comme ça, mais qui quand même revêt une grande importance. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup le professeur Di Meglio, à l'université, aussi à vous pour votre attention. Merci. Et merci à l'IUT de nous avoir rendu visite.